2023 est la pire année de toute l'histoire du cinéma. Et je te dis ça sans nuance, sans regret, et en plus de ça, je commence la vidéo sans aucune once de politesse, juste pour bien te faire comprendre. Bonsoir, bonjour tout le monde, c'est Reza Satire, et au monde, c'est Reza Satire. Je lève mon verre. Ah là 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 là, pas recommencer. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza Satire, et aujourd'hui, cette fois-ci, nouvelle vidéo sur laquelle tout le monde va prendre cher. Quand je dis tout le monde, c'est absolument tout le monde. Vous voulez savoir pourquoi? Bon, déjà, je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes sur le point d'achever 2023, alors où je vous parle, nous sommes que le 8 décembre 2023 et je fête ma 20e année aujourd'hui. Et j'ai remarqué que 2023 était vraiment une année assez catastrophique cinématographiquement parlant. Je veux dire, déjà, on s'est tapé au taquet de flops archi monumentaux. On a eu droit à deux grèves, à savoir celle des scénaristes et celle des acteurs, exactement à la même période. Et surtout, on a l'impression d'avoir affaire que à des artistes qui soit se prennent pour des grands artistes, alors que franchement, tu regardais leurs travaux... t'étais pas du tout convaincu de la chose, ou alors t'avais littéralement affaire à des gens qui étaient littéralement en déclin, et je parle pas seulement du côté public, mais sachez que de l'autre côté de l'écran aussi, croyez-moi qu'il commence à y avoir des fêlures, et croyez-moi que, là je suis juste à peine en train d'effleurer la surface, donc on vient à peine de commencer les mecs. Et surtout, ajoute à ça aussi, la piètre qualité de nombreux films que l'on regarde de nos jours. Dites-vous par exemple que moi de mon côté, je me suis tapé deux grosses merdes cette année, enfin deux grosses merdes par année, excusez-moi, hein, c'est pas genre je me tape non un petit nanar ou deux trois petits nanars, non c'est la majorité du temps on se tape souvent des nanars, et surtout on a vraiment affaire à des films qui sont tellement catastrophiques, qui nous font soit pitié et qui limite ne méritent même pas d'être considérés comme des plaisirs coupables, limite par certains peut-être, mais pas par moi. Mais quand je vous dis que 2023 c'est la pire année de l'histoire du cinéma, bah, je ne déconne absolument pas, et le pire c'est que j'ai fait mes recherches, je suis remonté jusqu'aux années 20 à l'époque de la Grande Dépression, je suis remonté ensuite jusqu'aux années 40 à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, une époque où même Disney devait s'appauvrir pour pouvoir faire des films de propagande pour des soldats allemands. Je suis allé jusqu'aux années 60 qui a fait lieu de la pire grève de cette époque-là, enfin l'une des pires grèves de l'histoire du cinéma, soyons honnêtes, jusqu'à celle d'aujourd'hui, où même Cléopâtre, qui était considéré à cette époque-là comme le film le plus cher de tous les temps, s'est mangé un giga flop monumental. Je suis même allé remonter jusqu'aux années 90-2000, une époque où les effets spéciaux, ouais, ça passait de l'animatronique à l'image de synthèse avec 2-3 petites galères et difficultés, hein. Salut le retour de la momie. Et à mon époque, c'était 2017, moi, que je considérais comme la pire année de cette histoire du cinéma. Mais bon, en même temps, j'étais un gamin et j'avais pas connu les autres époques. Mais maintenant que je suis renseigné, croyez-moi que 2023... ça regroupe presque tous les problèmes qu'avaient ces autres années à l'époque-là. Et dites-vous qu'on n'est même pas en Seconde Guerre mondiale, ni même en une période de Grande Dépression ou ce genre de conneries historiques ou je ne sais quoi. Et justement, au moment où je suis en train de trouver un titre pour cette vidéo, je crois qu'il va être enfin temps de pouvoir décortiquer qu'est-ce qui va pas dans le cinéma, et j'ai regroupé très exactement 4 points distincts qui fait que le cinéma va mal. J'ai aussi rajouté un petit bonus, voilà, hein, qui fera plaisir au cas où, mais bon ça, on en parlera en fin de vidéo, et croyez-moi, on sera tous concernés dans toute cette histoire. Rien que cette année, on s'est tapé les plus gros flops que l'on ait connus. C'est clair, tous les gros films qui se devaient d'être des succès commerciaux ne le sont absolument pas du tout. Et encore là, je suis en train de vous faire défiler une compilation d'affiches que vous êtes sûrement en train de perdre votre temps à lire, mais croyez-moi les gars que ces flops sont largement bien réels. On a bien vu le cas de The Flash, mais bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Cette année, on a eu tellement de flops que j'ai littéralement baptisé 2023 l'hécatombe du box-office. Voilà, je me trouve des noms comme ça, seul, tu sais, parce que voilà. Donc, du coup, répertorions ensemble les 4 gros problèmes qui font que le cinéma va mal de nos jours. Plus le numéro bonus que vous n'oublierez pas. Alors j'ai appelé cette partie-là de la vidéo les faux problèmes de l'industrie parce que j'ai l'impression que tout le monde veut donner une justification à tout ça. Comme si, genre, ils étaient la voix de la raison, comme si, genre, ils avaient des faits à prouver, ou parce qu'ils avaient envie de se justifier comme quoi. Non, non, mais c'est un flop, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui était prévu, il y a juste eu 2-3 bugs, parce qu'en fait, on veut pas faire les mauvais perdants, c'est tout. Par exemple, les films de super-héros, on est d'accord qu'on en bouffe, on est d'accord que c'est rentable depuis un bon moment, mais 2023 est littéralement arrivé comme le gros coup de massue, parce que c'est comme par hasard que des films de super-héros qui commencent à flopper.
Et vous allez sûrement me dire pourquoi. Ouais, bah bon, c'est un peu normal, puisque de toute façon, bah, les gens se désintéressent un peu des films de super-héros, donc du coup, bah, ouais, bah, ça n'intéresse plus trop personne, malheureusement. Ah bon? Bah dans ce cas-là, comment est-ce que vous expliquez le succès de Spider-Man Across the Spider-Verse qui lui est un film de super-héros? Mais ça c'est normal, t'as pas remarqué que c'était que les films d'animation qui étaient rentables en ce moment? Du coup bah ouais, les gens s'intéressent plus à des films d'animation qu'aux films de super-héros. Et bah dans ce cas-là, comment est-ce que vous expliquez le succès des Gardiens de la Galaxie Volume 3 ainsi que d'Oppenheimer et de Barbie qui sont 3 films en live action? Ah mais non, mais en fait c'est normal parce qu'en fait le Barbenheimer c'était un phénomène, donc forcément les gens ils devaient forcément s'intéresser à ce phénomène. C'est normal qu'ils soient allés là-bas. Et puis les Gardiens de la Galaxie, c'est un film de super-héros aussi, donc forcément les gens s'intéressent encore un peu aux super-héros, contrairement à Ant-Man et les autres super-héros. Bah The Flash aussi c'était censé être un phénomène. Pourtant quand on regarde les chiffres, hein, ça n'a pas intéressé tout le monde. Et en plus de ça, on a eu presque la même chose avec The Creator qui était censé être un gros phénomène. Et pourtant, ouais bah le film n'a pas intéressé grand monde, hein, semblerait-il. Même Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, quand on regarde certains chiffres, ça a intéressé un petit peu du monde mais pas trop non plus. Alors qu'une sortie de Martin Scorsese comme ça, ouais bah ça a fait pas mal parler, hein. En même temps c'est à cause du streaming. Le streaming ça prend tellement de place, genre Netflix, Amazon, Disney+. Ouais les gens préfèrent plus rester chez eux que de se regarder un bon vieux film au cinéma comme à l'ancienne. Alors cet argument il est complètement faux. Voilà, je vous déconseille de sortir ce genre d'excuses parce que déjà Netflix et Disney+ sont ceux qui perdent le plus d'abonnés en ce moment puisqu'ils en perdent 100 000 à peu près selon l'époque. En plus de ça, ajoute le fait que la saison 3 de The Witcher n'a fait parler à absolument personne. Et ne parlons pas du côté Disney+, où le film Peter Pan et Wendy a littéralement été une ombre pour lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas existé du tout. Remarque en même temps, il y avait la petite sirène qui sortait juste après. Et bah là, bon allez, j'avoue, j'ai pas d'explication en vrai. Bon, moi j'ai une explication à tout ça. Et c'est même pas moi qui vais vous le dire, c'est Mohamed Denis. Il est peut-être encore plus con que moi, mais lui au moins il a été suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'il va faire dans le cinéma. Alors que lui, sa spécialité c'est de casser des télés lorsque Marseille perd au Classico. Donc je vous laisse avec ce dernier, il va vous expliquer c'est quoi le problème du cinéma. Ouais, si les salles de cinéma sont vides, c'est parce qu'il y a Netflix, la concurrence de Netflix et tout. Non, si les salles de cinéma en France sont vides, c'est parce que les films, ils sont nuls. C'est la vérité, faut arrêter de dire ouais c'est Netflix, non. Les films, ils sont nuls. Ils se donnent des rôles entre copains, voilà. Après, ils se plaignent, les gars, que ça marche pas. C'est qu'ils donnent des rôles, plus à des acteurs, mais à des humoristes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Un humoriste, ce n'est pas un acteur. Un youtubeur, ce n'est pas un acteur. Ils ont oublié que acteur, c'était un vrai métier. Ils prennent que leurs potes, ils prennent des humoristes et après ils pleurent. Vraiment, tu veux remplir une salle de cinéma? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est incroyable, personne n'y a pensé. Un bon film, ça ramène du monde, film authentique. Donc du coup les gars, vous avez bien entendu ce que Mohamed vient de vous dire. Ça veut dire que si des gens vont pas voir Astérix le pire du milieu, bah c'est pas parce que le film il a 2-3 petits problèmes ou que pas beaucoup de gens en ont parlé, parce que de toute façon, au vu de la com du film, forcément que tout le monde en a entendu parler. Mais c'est parce que le film était nul à chier. Les gens ont préféré voir autre chose et ils ont préféré aller défoncer Ant-Man Quantumania malgré le flop qu'il a eu. Et tout le monde a préféré se précipiter pour aller voir John Wick à la place. Et pourquoi est-ce que vous croyez que des films comme Shazam 2 se font casser les dents dans le box-office? Bah déjà parce que sortir en même temps que Mario Bros le film et Donjons et Dragons c'est un sacré handicap. Même Donjons et Dragons il a subi le même traitement de faveur. Mais pour Shazam 2 c'est encore pire parce que c'est la suite d'un film dont tout le monde s'en bat les couilles. Bon, à un moment donné, faut arrêter de se poser des questions. Pourquoi est-ce que des gens ont plus préféré aller voir Across the Spider-Verse plutôt que d'aller voir un remake sur un conte que tout le monde connaît bien, ou alors le remake d'une saga que la minorité des gens ont adoré, ou alors aller voir un film de super-héros que tout le monde a vanté le mérite? Bah tout simplement parce que Across the Spider-Verse était 1000 fois mieux que tous les films qui sont sortis à cette même période. Y a aucun autre débat. Et aussi Rise of the Beast s'en est sorti mieux que The Flash. Commencez pas à me dire c'est un flop ou quoi, c'est un demi-flop. Parce que la majorité du film est top. Et pourquoi est-ce que d'après vous, personne ne s'est intéressé à Indiana Jones et le cadran de la destinée? Bah déjà parce que, on a déjà eu 2 suites à 2 films cultes de l'époque qui ont eu plus de mérite et plus de succès, tout simplement parce que eux, ils se sont pas contentés juste de faire plaisir à leur public. Ils leur ont apporté quelque chose, contrairement à ce film-là. Et je dis ça alors que je l'ai même pas vu, j'ai même pas vu un seul Indiana Jones alors. Et aussi, pourquoi est-ce que vous croyez que des films comme En eau très trouble ou Blue Beetle se sont fait oublier? Pas à cause du Barbenheimer, parce que forcément le Barbenheimer a certainement pris un peu trop d'ampleur pour que ces films puissent avoir un peu plus d'envergure que Mission Impossible par exemple. Mais soyons honnêtes, personne ne s'intéressait à ces films-là
Tout simplement parce qu'ils étaient nuls. Dites-vous que je peux vous sortir des arguments comme ça pour toute la période de l'année 2023. Croyez-moi les gars, on va finir par tourner en rond à un moment donné. Le seul truc qu'il y a à retenir de tout ce que je viens de vous dire, c'est que les gens préfèrent voir des films de qualité plutôt que de se taper la plus grosse merde qui est sortie cette semaine. Ok, au début c'était sympa de nous sortir une belle merde, c'était super sympa d'avoir à vomir un repas qu'on n'aime pas du tout et qui était complètement indigeste. Ça ok, c'était cool, c'était sympatoche, vas-y, ça c'était sympa, merci d'être passé. Mais franchement les gars, franchement, avouez que vos films sont gays. Ça marche pas. Et la preuve en est, à un moment donné, c'est bien de nous servir la même soupe et la même blague, mais justement, les meilleures blagues sont les plus courtes. Et forcément, les blagues les plus courtes, à un moment donné, elles font plus rire personne. Du coup, forcément qu'on quitte le pestacle avant sa fin. Donc du coup, vous pouvez me sortir absolument tous les excuses que vous voulez. Si les box-office de vos films sont catastrophiques, c'est tout simplement parce que vos films eux-mêmes sont catastrophiques. Donc vous étonnez pas des succès qu'ils auront à la suite si vous continuez de faire de même. D'ailleurs, justement, pourquoi est-ce que ces films sont de la merde en fait? Là, je suis en train de me poser la question. Avatar 2 est sorti il y a bientôt 1 an, à quelques jours près. Et on voit à quel point ces effets spéciaux sont magnifiques. Du coup, on est censé dire que putain, l'année suivante va être incroyable. Et compilation pour vous. Attention, âme sensible de s'abstenir. Mais je suis prête à t'aimer quand même. La petite sirène me fait encore mal aux yeux. Sérieusement les gars, j'ai l'impression que je suis revenu aux années 2000. Comment c'est possible de présenter des effets spéciaux aussi moches que ça? C'est irréel, c'est immoral presque, j'ai envie de dire. Et ça tombe bien que ce soit immoral parce que justement, c'est immoral ce qui est fait. C'est tellement moche que t'as des fois où t'as l'impression que les effets spéciaux ne sont pas du tout terminés. Et vous voulez que je vous dise? Bah c'est exactement le cas. En fait, ces effets spéciaux que vous êtes en train de voir à chaque fois dans votre cinéma, bah en fait, ils sont pas du tout terminés. Voilà, votre rendez-vous chez l'ophtalmo est enfin remboursé. Ah non, toujours pas, il n'y a pas de pognon, c'est vrai. J'en ai parlé en 12 pistes sur ma vidéo qui parlait de Marvel, justement, et de son déclin. Et bah c'est horrible. Dites-vous que les artistes qui s'occupent des effets spéciaux sont obligés de travailler 16 heures par jour. Ouais, toi, tu te plains de tes 35 heures par semaine, essaie de calculer combien ça fait par jour, parce que, ouais, ces gars-là travaillent 16 heures par semaine, et même le samedi, dis-toi. Donc, je crois même qu'il y en avait certains qui montaient jusqu'à, quoi, à peu près 85 heures par semaine, à peu près. Donc, dis-toi que ça fait beaucoup de boulot et beaucoup de taf, hein, pour quelqu'un qui est un artiste. Mais Marvel, c'est vraiment les plus catastrophiques de tous en termes d'effets spéciaux. Pourquoi? Bah tout simplement parce que bah, leurs effets spéciaux font partie des plus moches qui aient jamais été enregistrés. Juste il y a The Flash qui les concurrencise et encore. Et vous allez me dire pourquoi? Bah déjà, regardez-moi ce planning tout entier. Ouais, les gars doivent faire ça dans un putain de temps limité. Alors que justement, si tu regardes le premier Iron Man qui est sorti en 2008, bah à cette époque-là, tu peux te dire, putain, Weta Digital, franchement, ils sont forts, hein. Ça se voit, l'armure, elle est réaliste, tout ça. Alors pourtant, bah, tout est fake. C'est pas du tout une véritable armure, c'est des images de synthèse. Tout ce qu'il y a de plus basique, alors que pourtant, ouais, bah Weta Digital avait encore du talent avant de faire la planète des singes, franchement joli. Regardez Black Panther 2 Wakanda Forever qui est sorti il y a seulement plus d'1 an, soit en 2022. Regardez à quoi ressemble l'armure de Iron Girl, on va l'appeler. Vous trouvez pas qu'il y a un petit bug ou un petit problème ou quelque chose comme ça? Là où l'armure d'Iron Man fut-il un temps, bah t'avais l'impression de toucher, t'avais l'impression qu'il brillait sous le soleil et que c'était du métal qui était frappé par des coups. Là, depuis que Marvel est passé à cette époque-là, aujourd'hui, bah on a l'impression d'avoir affaire à une armure. Et c'est tout, voilà, on fait une armure, tout ce qu'il y a plus de basique, tout ce qu'il y a plus banal. Même dans Avengers Infinity War et Endgame, on va pas trop s'embêter non plus. Voilà, on va juste faire une armure et voilà, ce sera bâclé, tranquille. Et vous voulez un autre titre de comparaison? Regardez Doctor Strange, premier du nom. Bah le film est beau visuellement, soyons honnêtes, mais je parle pas seulement des visuels, je parle aussi des effets spéciaux, parce que soyons honnêtes, en termes de mise en scène, en termes d'effets spéciaux, c'est super joli. Mais si tu regardes déjà Spider-Man No Way Home, putain c'est moche. Oh là là, les fonds verts me tuent. Dans Multiverse of Madness, il y a un petit peu de progrès. Mais putain, si tu regardes ces créatures moches et mal designées ou quoi... Frère, tu passes de Dormammu à ça, quoi. C'est quoi? Et ne parlons même pas de The Flash, parce que franchement, avoir des tronches de Jason Momoa, de Henry Cavill et de Ben Affleck aussi moches que ça, c'est impardonnable. Non, c'est juste impardonnable. Comment est-ce que tu peux sortir ça là, genre cette année? Ce film est vraiment sorti cette année.
C'est même pas niveau années 2000, là. C'est limite quelqu'un qui s'amuse avec des effets spéciaux alors qu'il n'est pas du tout dans un studio d'effets spéciaux. Hein. La petite sirène, c'est encore pire. Tu passes littéralement de Black Panther 2 à ça, sachant que quelques temps après sortira The Meg 2, où là t'avais des scènes aquatiques beaucoup plus lisibles et surtout beaucoup moins fait en images de synthèse qui te donnent l'impression de voir des trucs en semi-flou, avec un effet bizarre. T'as pas l'impression de voir un beau film et tu prends rendez-vous chez l'ophtalmo. D'ailleurs, je l'ai toujours pas fait, mais bon, faudrait que je le fasse un jour. Transformers, Rise of the Beast, bon, n'en parlons pas, même si je sais qu'ils ont un petit peu progressé, contrairement à la première bande-annonce, et le film, le produit final, quoi, malgré tout ça, tu sens que ça doit encore être un petit peu plus peaufiné pour que ça puisse rendre vraiment beau et être dans les tendances actuelles. C'est pas pour rien que y a des gens qui ont critiqué certains effets spéciaux, surtout lors de la bataille finale. Mais bon, en même temps, James Cameron n'a pas sorti un Avatar 3 qui se passerait dans du feu ou dans un volcan ou une connerie du genre. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que les studios d'effets spéciaux subissent une pression comme on n'en connaît presque pas. C'est presque limite de l'esclavage. Je vous parle même pas de leur salaire que je vais éviter de dénoncer pour éviter qu'ils fassent pitié miskin, parce que je les défonce assez régulièrement dans mes vidéos malgré moi, alors que ils méritent quand même pas, hein. C'est pas de leur faute si les effets spéciaux sont aussi moches, parce que sachez une chose, les studios d'effets spéciaux font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir nous offrir de la bonne qualité et surtout de bons effets spéciaux. Et nous éviter de nous faire mal aux yeux aussi, parce que ça c'est important à rappeler. Et ça c'est parce que déjà ils ont peu d'employés à leur côté, ce qui fait que du coup il y a peu de personnes qui travaillent à leur côté pour faire de bons effets spéciaux. Aussi ils ont beaucoup de taf, ce qui fait que du coup ils peuvent pas se concentrer sur tout n'importe quoi. Donc ils sont obligés de bâcler leurs travaux alors que ces derniers ont beaucoup de talent. Et surtout fixer des dates pour des temps aussi limités que ça, c'est pas quelque chose qui est faisable. C'est comme si tu voulais forcer Bryan Singer et Michael Bay de faire des suites à leurs films respectifs. Par exemple, demande à Bryan Singer de faire une suite à sa nouvelle saga X-Men et demande à Michael Bay de faire un Transformers 6. Là, ce serait exactement la même chose, surtout si c'est fait dans un temps limité. Et c'est comme ça qu'on nous a coûté Transformers 5, qui est l'un des pires films de ces dernières années. Les seuls films qui, à la limite, s'en sortent au moins, ce sont les films d'animation dans ces conditions-là. Parce que l'animation, il y a des fois où ça peut être de l'image de synthèse, surtout pour la 3e dimension. Mais quand il s'agit de la 2e dimension, croyez-moi que ces derniers, ils sont capables de nous offrir de belles choses. On pense à Across the Spider-Verse, par exemple, même si eux aussi subissent des mauvais traitements, et surtout, je crois même qu'il y en a une qui a réagi en mode oh, elle souffre, pas grave, c'est la vie. Au moins, encore une fois, ça justifiera le fait que Christopher Nolan est un de mes réalisateurs préférés, parce que lui, au moins, c'est l'un des seuls qui déteste au moins les effets spéciaux au point de ne pas du tout les utiliser dans ses films. Il préfère le réalisme au reste. Un peu comme l'équipe de la Casa de Papel par exemple. Certes, on a eu un Avatar 2 qui a eu des effets spéciaux absolument magnifiques, mais c'est un film qui apparaîtra comme ça tous les 10 ans et peut-être même tous les 20 ans si on ne fait rien. Parce que plus ça va continuer comme ça, plus les studios d'effets spéciaux vont souffrir et plus on va avoir affaire à des films assez moches au point qu'ils soient irregardables, au point d'en faire fuir les spectateurs, et on s'étonnera même plus de savoir pourquoi est-ce que ces films flopent ou pas. Donc du coup, je pense qu'à ces studios-là, laissez du temps à ces artistes de faire leurs effets spéciaux. Parce que même si c'est un petit peu de leur faute si leurs effets spéciaux sont moches, croyez-moi les gars, ils sont pas plus responsables que d'autres. मेरा नाम इल्लाम ओ इल्लाम J'aurais pu les introduire dans une seule case chacune, mais je voulais justement les séparer tous les deux parce que leurs conditions de travaux sont certes un minimum similaires, mais un petit peu différents. Je vais vous expliquer. À des temps reculés, quand tu voulais faire un film, fallait que tu te présentes à un studio, que tu proposais ton propre speech, ensuite tu t'as fait avec un co-scénariste en 2 speed pour que tu puisses au mieux possible poser ton film pour qu'il soit le plus parfait possible et le plus présentable à ton cinéma. Ensuite tu t'as fait avec ton tournage une équipe, tu trouvais des acteurs, un casting, etc., etc. Tu trouvais ensuite des lieux à tourner, etc., etc. Voilà. Et après, une fois que tu as fini ta période de tournage, tu pouvais littéralement retourner en studio pour finaliser ton montage et rajouter 2-3 effets spéciaux pour terminer le film, et ensuite t'envoies ça à la post-production, ils produisent ton film en salle de cinéma, et là tu pouvais savoir si c'était un succès ou pas. Généralement, c'était comme ça que les films fonctionnaient à l'époque. Mais bon, ça c'était à l'époque, l'ancien temps, genre comme on l'appelle les boomers. Hein. Maintenant, si tu veux faire un film, déjà faut savoir si t'as du talent ou pas. À savoir que si t'as pas fait une commande par exemple demandée par des producteurs par exemple, tu pouvais pas faire ton film. Sauf que même si tu veux proposer un bon film aux yeux des producteurs, ça va être compliqué.
Ah, crois-moi, ça va être compliqué. Tout simplement parce qu'on est arrivé à une époque précise où vraiment, si tu veux avoir une idée, c'est ton producteur qui se doit d'imposer les idées, même si elles ont l'air complètement nulles à chier. Par exemple, si t'as par exemple, je sais pas moi, un film qui est adapté d'un livre ultra controversé et que tu peux enfin faire n'importe quelle chose sur toutes les libertés artistiques que tu veux, crois-moi, ça va pas rendre ton film bon, parce que t'auras forcément soit des producteurs ou soit l'écrivain originel pour te dire ce qu'il faut rajouter ou pas dans ton film. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec 50 nuances de Grey. Certains réals ont tellement peu de liberté artistique qu'ils ne peuvent même plus se permettre de faire les films qu'ils veulent. Par exemple, Christopher Nolan, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il s'est barré de la Warner après avoir travaillé aussi longtemps avec eux? Tout simplement parce que déjà, il a eu des différends artistiques avec eux et aussi l'histoire de Batgirl qui s'est fait annuler, forcément. Et ça aussi, d'ailleurs, faut qu'on en parle. Il y a des gens qui font tellement de films qu'à un moment donné, dis-toi que le producteur derrière, il peut tout annuler. Mais bon, ça, on y vient. Et le gros problème aussi, c'est qu'il y a tellement de films qui sortent à la suite qu'à un moment donné, voir tous les films à la suite, c'est quasiment impossible. Dites-vous qu'à l'heure où je vous parle, il y a des films que j'ai même pas été capable de voir, même aujourd'hui, tout simplement parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas envie de prendre mon temps, ou soit j'ai pas envie de perdre mon temps. Le meilleur exemple de tout ça, c'est Jon Watts. Le gars voulait faire son Spider-Man 3 assez différemment de celui que l'on connaît, à savoir que le gars, il avait un speech dans lequel il y avait Mysterio qui revenait, il y avait aussi Scorpion, avec le Faucon de retour, face à Tom Holland, forcément. Et du coup, tu te dis, ah putain, peut-être qu'avec ça on aurait pu avoir un bon film. Mais non, à la place, obligé de te taper 5 méchants des anciens Spider-Man plus un qui connaît même pas Spider-Man, va-t-on savoir d'où il sort. Et aussi, t'as 2 Spider-Man faire service parce que faut faire plaisir aux fans. Oui, faut faire plaisir. Et Justice League a à peu près subi exactement le même traitement de faveur. Par exemple, on a Josh Whedon qui à la base voulait faire le film Batgirl que l'on connaît, forcément. Sauf que ce dernier, il a eu 2-3 petites complications parce qu'il est arrivé. Puis il a une période où Zack Snyder a vu sa fille se suicider. Enfin, il a appris le suicide de sa fille, forcément. Du coup, réaliser le film Justice League pour lui, c'était quasiment impossible. Et comme Warner et DC sont trop cons pour se rendre compte qu'ils vont beaucoup trop vite dans leur projet, ils ont décidé d'appeler un gars qui avait déjà fait un film Avengers à la base. Ce qui fait que du coup, Josh Whedon s'est retrouvé complètement dépourvu de liberté artistique pour faire son film Batgirl. Et il s'est retrouvé contraint et surtout obligé de faire son propre film Justice League, plus ou moins à sa sauce, sauf que comme il arrivait dans un projet à moitié entamé, il a pas eu toutes les libertés artistiques qu'il voulait et du coup, on s'est retrouvé là. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que de nos jours, on se plaint souvent des réalisateurs parce que soi-disant ce serait leur faute. Après, je peux aussi reprocher ça par exemple aux scénaristes, mais les scénaristes, eux, ils sont contraints de travailler pour les studios de production cinématographique pour pouvoir non seulement toucher un peu d'argent et surtout proposer les meilleurs scénarios possibles pour qu'ils puissent avoir leur propre paye, malgré le fait qu'ils aient été mal payés dans toute cette histoire. Mais ce que je reproche vraiment à certains scénaristes, c'est souvent de nous produire des choses qui n'ont pas l'air très ouf non plus. Je pense par exemple à la 8e saison de Game of Thrones, où il y a des choix où je me demande comment est-ce qu'ils ont été pris par les mêmes scénaristes qui scénarisent depuis le début de Game of Thrones, qu'ils ont été en plus de ça validés par George R.R. Martin après avoir écrit le scénario de Wolverine Origins. Bon, maintenant on comprend pourquoi, Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué. Déjà, le temps, tout simplement. Il faut forcément qu'un film ou une série soit prêt dans les meilleurs délais possibles pour qu'il puisse être tourné, monté, parce que le tournage, ça prend du temps, etc. Mais je crois les séries, c'est vraiment ceux qui souffrent le plus en termes de scénario. Je pense notamment à Pokémon, au point que même Takeshi Shudo s'en est retrouvé mort à force de se soulager en boivant et en se droguant à coups de drogue et d'alcool. L'auteur de Hunter x Hunter tombe tellement bas qu'il pourrait en parler, il faudrait qu'il se fasse mal au dos. Et je suis en train de faire une rime de bâtard. Hajime Isayama s'est excusé publiquement pour avoir produit une fin mauvaise pour Shingeki no Kyojin selon certains fans, hein, et encore c'est selon certains fans, mais bon, ça c'est un autre débat qui remonte sur le pire flop de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Et même du côté des réals, J.J. Abrams s'est retrouvé forcé à faire Star Wars 9 contre sa volonté, parce qu'à la base c'était Colin Trevorrow qui devait s'occuper de Star Wars 9, je précise. Du coup, ça m'étonne pas que le film soit aussi catastrophique que l'on peut voir, hein. En fait, tout le monde dans cette histoire a tellement peu de liberté artistique que les seuls qui peuvent se vanter d'avoir encore en avoir aujourd'hui, ce sont les plus grands de l'industrie. À savoir, déjà, il y a Steven Spielberg, Martin Scorsese et Christopher Nolan qui font encore aujourd'hui d'excellents films. Après, il y a Ridley Scott qui a sorti Napoléon il y a 3 semaines, mais bon, on en parlera dans la prochaine vidéo, hein, dans la prochaine après-séance, donc soyez au rendez-vous. Donc du coup,
Pour que vous soyez au rendez-vous, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche, comme ça, moi, vous êtes au courant des prochaines nouveautés que je sors. Et les autres, bah, c'est soit ils sont pas assez connus pour que leur film puisse faire du bruit, du coup, ils ont pas de succès estompé, soit, bah, ils sont obligés de faire des commandes imposées par des producteurs, quitte à ce que leur film soit nul. Et du coup, bah, présenter ton CV à un autre studio pour pouvoir faire le film que tu rêves de faire depuis le long de ta vie. Ah, je te jure, mec, accroche-toi, hein. Encore, les seuls qui peuvent avoir de la chance dans ce niveau-là, bah, c'est Zack Snyder. Et bah, parce que, bah, Warner, il en a eu marre, et bon, il a déjà un assez gros CV, hein. On pense à 300, on pense à Watchmen, on pense même à Man of Steel, forcément, hein. Et bien sûr, bah, Netflix qui le repêche pour qu'il puisse faire son film Rebel Moon, bah, forcément que ça aide un petit peu. Forcément que, au moins, lui, il va pouvoir un minimum brasser. Mais c'est justement parce que c'est un réalisateur connu. Imaginez tous les autres réalisateurs qui, aujourd'hui, sont obligés de faire des commandes et qui viennent à peine d'arriver à l'industrie. Imaginez toutes les commandes qu'ils vont être obligés de se taper s'ils veulent faire les meilleurs films qu'ils méritent. Du coup, ce qui fait que on a affaire à ce genre de boucle infernale. C'est un nouveau réalisateur intervient dans l'industrie, il a envie de faire son propre film, sauf qu'il va être obligé de faire une commande imposée par des producteurs pour qu'il puisse avoir la main mise sur l'œuvre qu'il souhaite faire à l'avenir qui vient. Du coup, ouais, c'est horrible comme système. Mais du coup, plus je suis en train de parler, plus je me dis que ce sont pas les artistes les véritables problèmes, malgré le fait que il y en a certains qui, oui, font des trucs criminels, soyons honnêtes, hein, voilà, mais ça c'est de leur faute, hein, et c'est hors sujet en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Mais vraiment, on a l'impression que c'est pas vraiment de tous les gens dont on a parlé tout à l'heure d'où vient le problème en fait. Et justement, je crois que on va arrêter un petit peu de tourner autour du pot et on va enfin en parler. It's over. It's been over for a while. On va arrêter un petit peu de tourner autour du pot parce que moi aussi j'en peux plus. Ce sont pas des films qui sont contrôlés par des réalisateurs, ce qu'on est en train de regarder. Ce sont pas les scénaristes qui font que ces films sont des bouses. Et ce sont même pas les studios d'effets spéciaux qui font en sorte à ce que les effets spéciaux soient aussi moches. Et ce sont pas les films qui font exprès de se planter dans leur box-office. Non, tout ça, c'est contrôlé par les producteurs. Ce sont ceux qui veillent à ce que tout le projet se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors que, fut-il un temps, bah, quand t'étais réalisateur, surtout dans les années 80 et 90, bah, t'avais carte blanche pour faire le film que tu voulais, ou le film que tu pouvais faire, hein, ça dépendait. Mais, franchement, plus le temps a passé depuis cette époque-là, plus on se rendait compte que certains réalisateurs faisaient souvent trop ce qu'ils voulaient, ce qui a restreint les limites de certains producteurs, au point de littéralement fermer les portes à certains, limite stopper leur carrière pour d'autres. Et tout ça, bah, si on y réfléchit un petit peu, c'est à cause des producteurs. On se plaint que Josh Whedon, en fait, bah, il a fait un film Justice League histoire de le gâcher. Mais en fait, ça, c'est archi faux. C'est complètement faux. C'est juste les producteurs qui les ont repêchés parce qu'ils se sont dit qu'il a fait Avengers, du coup, il sera capable de le refaire. Et forcément, ça a été naïf. Et du coup, ça leur a coûté non seulement, bah, la réputation d'un réalisateur, et surtout, bah, ça lui a coûté un univers cinématographique avec un énorme potentiel. J'insiste sur énorme potentiel, sachez. Et les phases de Marvel, qui organisent les dates, qui font en sorte à ce que chaque date puisse être mêlée et puisse sortir le plus de choses possible en si peu de temps. Bah, si on réfléchit un petit peu, bah, c'est un peu Kevin Feige qui est responsable de toute cette histoire. C'est lui qui fait en sorte à ce que chaque Marvel ait sa date précise et puisse être fait dans le temps suffisamment limité pour ça. Il a annulé Batgirl. Bah, c'est David Zaslav, le réalisateur, non, c'est le directeur de la Warner, mais bon, comprenez comme ça. Le directeur de la Warner s'est dit que annuler Batgirl serait non seulement une bonne idée, mais surtout serait l'idée la plus économique possible, histoire de pas suffisamment perdre quelques millions. Mais du coup, si c'était pour ça, pourquoi est-ce que t'as pas annulé Shazam 2, ou encore, bah, The Flash, ou Aquaman 2, tiens, pourquoi tu les as pas annulés tous les trois? Une minute. Comme par hasard, il y a des hommes blancs hétéros dans toute cette histoire, alors que Batgirl, bah, c'est une femme noire réalisée par deux Marocains comme par hasard. Tu l'expliques comment celle-là, David? Et ne sais pas de nous la faire avec un Bibi Vive Coyote complètement annulé, hein. C'est bon, tu vas pas nous la faire juste parce que pour nous dire non, en fait, c'est parce que ça fait pas partie de mes plans, tout ça, nanana. Enfin, voilà, j'essaie juste de me justifier, je justifie pas mon racisme, croyez pas. Et pourquoi est-ce que vous croyez que Rose a tellement peu de présence dans ce film Star Wars 9 alors que dans Star Wars 8, elle en avait tellement que, bah, j'avais rien dit sur ce personnage lors de mon après-film. Alors que pourtant, dans Star Wars 9, elle s'est tellement fait insultée de partout et elle s'est tellement fait critiquer, surtout à cause de son ethnie, que forcément, bah, on a dû retirer toutes les scènes qu'elle avait dans les films Star Wars. Du coup, ce qui fait que non seulement on risque de détruire la carrière d'une actrice, et en plus de ça, on a fait ça parce que les producteurs,
Ils ont décidé que ça devait être ainsi, sûrement. D'ailleurs, toujours en parlant de Star Wars 9, pourquoi est-ce que J.J. Abrams est revenu dans ce projet? Sûrement pour reprendre ce qu'il avait prévu dans Star Wars 7, parce qu'il a vu que Rian Johnson, en fait, il avait gâché Star Wars 8, du coup il s'est dit, putain, il a tout gâché dans mon projet, du coup il faut à tout prix que je fasse réparer ce qu'il a gâché. Mais en fait, si on y réfléchit un peu, pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça pour Lost, par exemple? Alors qu'on voit que Lost, ouais, ça devient catastrophique, surtout là où j'en suis. Ouais, non, ça se voit que le gars, il avait pas prévu quoi que ce soit non plus. Surtout que je vous le rappelle, c'est Colin Trevorrow qui devait réaliser Star Wars 9 par J.J. Abrams. Du coup, ce qui fait que, en fait, c'est juste les producteurs qui ont décidé de le faire venir parce qu'ils voyaient que Star Wars 8 se faisait insulter d'absolument partout et se faisait littéralement cracher dessus. Ne parlons même pas des nouveaux mutants qui lui a subi tellement un mauvais traitement de faveur, et parlons aussi de X-Men Dark Phoenix. Mais bon, après, c'est 2 films de la Fox qui se sont fait racheter par Disney. Donc du coup, ça, ouais, c'est juste les producteurs qui ont voulu gâcher ce que la Fox avait fait. Parce que, ça faisait pas partie de leur plan, semblerait-il. Pourquoi est-ce que vous croyez que Astérix, le pire du milieu, était aussi nul que ça? Tout simplement parce que, non, c'est pas à cause des réalisateurs ou des nombreux stars qui hantent l'histoire. Non, c'est juste les producteurs qui se sont dit, tiens, et si on se faisait un film sur Astérix et Obélix, comme ça au moins on rentabilise et on se fait un petit peu de pognon. Ah, moi je dis, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à toucher, je sais pas. Et forcément, à force d'imposer leur goût de merde et surtout attirer à tout prix les jeunes, faut pas s'étonner après qu'il y avait 2-3 vieux qui hantaient la salle. Et encore, je suis gentil, parce que c'est un vrai gros film de merde. C'est juste un film fait pour faire plaisir à des gens. Mais en fait, j'ai l'impression que ce film a été fait pour absolument tout, sauf pour être un bon film. Vous voyez où je veux en venir par, en fait, ces films sont contrôlés par des producteurs. Et encore, je t'ai pris que l'exemple d'Astérix et Obélix, parce que dis-toi qu'en France, on est à la ramasse. Oh, c'est du jamais vu. Oh putain, j'ai jamais vu ça. Je vais surtout m'attarder sur les comédies, parce que fut-il un temps, on savait nous faire rire à l'époque. Je pense à All You, par exemple, qui était un très bon film, Casse Départ. N'en parlons pas, c'est sûrement une très bonne référence, et une très bonne... Bon, je dirais pas satire sociale, mais voilà, c'est pas mal non plus. Si on veut encore remonter plus loin dans le temps, on a eu les 3 frères, fut-il un temps. Et franchement, comment c'est possible, Didier Bourdon, que t'étais capable de nous faire des blagues comme ça, fut-il un temps? Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con, tu vois. Enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rastaquaires, les machins, je supporte pas, quoi. Et que tu nous sers ça. Ouais, moi j'ai bien fait de pas apporter de pinard. Ça en jette, hein? Pour chauffer ça, à la douille, Non, c'est pas drôle, n'insiste pas. Si tu fais pas rire, c'est... Non. Ok, je vous demande pas de faire la même humour qu'à l'époque. Mais franchement, les gars, mettez-y au moins un petit peu de volonté. Je sais pas, proposez-nous quelque chose de nouveau. Proposez-nous quelque chose. Surtout toi, Fabrice Eboué, je sais pas ce que tu viens de foutre à faire Super Snake. Parce que franchement, ton film est trop désagréable pour que je le continue. Et on les prend pas tout simplement parce qu'ils savent faire rire ou quoi que ce soit, ou parce qu'on a envie qu'ils proposent quelque chose d'incroyable et de nouveau et pour nous montrer c'est qu'il est maître ou un bail du genre. Non, ils sont pris tout simplement parce que avant ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais les gars, ça va 2 secondes de la nostalgie quand même, parce que les gars, avant ils savaient faire des bons trucs, ok. Mais tu regardes juste ce qui nous sert aujourd'hui, l'argument du c'était bien ce qu'ils faisaient avant, ça voudra juste dire que c'était mieux avant, Et moi qui déteste être d'accord avec les boomers pour dire que c'était mieux avant, franchement, j'aurais jamais cru que j'irais ça un jour, mais les boomers, vous avez pas tort. En plus, si tu rajoutes à ça que Taxi 5, c'est exactement la même chose. Ouais, non, c'est juste les producteurs, ils ont voulu rentabiliser sur une saga, et parce qu'ils voulaient suivre la mode française et tout, enfin... Voilà, on connaît. Et justement, ce qui était bien et génial avec les comédies de l'époque, c'est qu'ils savaient nous faire rire, et en plus nous faire profiter de son histoire. Ils mettaient l'humour au service de l'histoire, et l'histoire au service de l'humour. Et c'est ça qui était génial avec les films de l'époque. Maintenant, on essaie juste de te faire rire. C'est tout. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce de 3 jours max. Regardez-moi ça, je vous jure, c'est pas une blague. C'est vraiment des extraits qui ont été faits, filmés et diffusés dans des salles de cinéma. On m'a demandé de récupérer le 2e rôle magique. Je me demande 3 jours pour y arriver, sinon il la tuera. Ok, Tom Cruise. C'est trop drôle. Ils ont d'ailleurs depuis tout à l'heure, je vous fais que parler du cinéma français, mais franchement les gars, je vous dis, on est tellement à la ramasse ces dernières années, pas seulement en termes de comédie, mais surtout dans les catégories de films, que putain, je me dis, c'était tellement mieux avant que franchement, ça me donne même pas envie de regarder ce qui se passe maintenant. Sérieusement, c'est devenu trop monotone, c'est devenu trop nul. Comment est-ce que vous voulez que je me regarde ne serait-ce qu'un film français? Limite, j'ai pitié pour mon propre pays. Mais bon, après, remarque, j'ai toujours eu pitié pour mon propre pays. Je suis même pas seul à leur dire ça. Dites-vous que lorsque Transformers Rise of the Beast a fait sa campagne marketing autour du monde, en passant par l'Australie et Londres, par exemple, devinez quel autre pays ne s'y trouvait pas?
Oui les gars, vous ne rêvez pas, la Paramount considère que notre cinéma est tellement nul à chier qu'il mérite même pas notre campagne marketing. Enfin, leur campagne marketing du coup. Alors que putain, nous sommes la France. C'est nous qui avons inventé le cinéma, je vous rappelle. Les frères Lumière sont des Français qui ont utilisé les caméras pour la toute première fois dans des grandes salles obscures. Les gars, on devrait avoir un peu plus de respect quand même. Franchement les gars, si on est arrivé à un stade où des ricains se foutent littéralement de notre gueule en disant on ne peut pas faire votre pro marketing chez vous parce que vous êtes gays, bah putain, je saurais même pas comment vous aider les gars. Là, force à vous hein. Et tout ça c'est arrivé à cause de quoi? Tout simplement parce que des producteurs croient avoir des idées et du coup bah ils contrôlent absolument tout. Ils contrôlent les films qui sortent, à savoir comment est-ce qu'ils seront financés et surtout comment est-ce qu'ils financent leurs employés hein aussi. C'est eux dans l'ombre qui ont des idées de merde et qui les imposent à des gars qui s'y connaissent beaucoup mieux dans leur domaine que bah des gens qui s'occupent seulement de financer leurs projets. Et forcément, faut pas s'étonner après que ces derniers soient aussi nuls à chier. Du coup, ce qui fait que, en fait, on regarde pas des films de réalisateurs, de grands acteurs ou quoi que ce soit. On regarde juste des films imposés et faits par des producteurs. Et je crois que c'est ça qui me rend le plus triste avec le cinéma. C'est que, bah, c'est même plus un art collectif et culturel. C'est littéralement devenu un fast-food pour nous tous. Nous disons que nous sommes, par définition, des êtres capables d'atteindre l'impossible. Et nous énumérons ces moments où nous avons osé viser plus haut, forcer des barrières, toucher les étoiles, faire de l'inconnu du connu. Ces prouesses font notre plus grande fierté, mais nous avons perdu tout ça. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié. J'aurais pu vous dire, merci d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Mais malheureusement, c'est pas fini. Je vous ai prévu un bonus. Et croyez-moi que ce bonus, vous allez être dégoûté d'entendre ça. D'après tout ce que je vous ai dit, on pourrait suivre l'ordre plus ou moins comme ça, à savoir que ce sont les producteurs qui imposent leur goût de merde à des réalisateurs et scénaristes qui s'occupent seulement de faire ce qu'il aurait finalement ordonné de faire, ce qui fait que du coup tout le monde prend cher, déjà les gens sont mal payés, les studios d'effets spéciaux aussi sont mal payés et sont contraints de se fixer à des dates précises quitte à ce que leurs films soient les plus mal faits possibles. Voilà, dit comme ça a l'air d'être construit plus ou moins comme ça. Mais néanmoins, ce serait passé à côté du détail qui tue le plus le cinéma, et ce depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait depuis quasiment 24 ans que ce fléau là dure. C'est littéralement une maladie, et c'est presque une maladie presque aussi invasive que la peste ou le Covid-19 par exemple. Ils sont pas vraiment ceux qui s'occupent des films que l'on regarde aujourd'hui, mais c'est plus ceux qui le gâchent de l'intérieur, comme si c'était eux qui s'introduisaient dans le système. C'est littéralement des virus système que Windows essaie de bloquer, miskin. Ce virus, il est très subtilement caché, mais en même temps, on le voit d'absolument partout et on s'en rend même pas compte. Et laissez-moi vous dire que, quelque part, on en fait plus ou moins partie, car ce virus qui empoisonne le cinéma depuis si longtemps, c'est vous. What the hell did you just say? Quand je dis vous, je m'adresse à tous ceux qui vont en salles obscures pour aller regarder un film, tous ceux qui achètent un DVD pour aller se plaindre d'un film par exemple, ou tous ceux qui spamment sur Twitter quel est le film le plus merdique de tous les temps parce que soi-disant il a des goûts originaux et des goûts de roi semblerait-il. Bref, toute cette catégorie de personnes, et ce peu importe la catégorie, vous êtes tous responsables de la raison pour laquelle le cinéma va mal. Et avant d'aller sur les commentaires et de m'insulter ma mère avant de me dire ce qui va pas, laisse-moi un petit peu remonter le temps jusqu'à il y a 24 ans justement, en 1999. À cette époque-là sort un film bien distinct. Star Wars, épisode 1, La menace fantôme. Bon, dit comme ça, ce film a l'air un peu insignifiant, et pour beaucoup de gens de mon âge par exemple, c'est un classique pour beaucoup. Mais sachez que ce film, à sa sortie, ça a été à une époque le film le plus détesté de tous les temps. En fait, c'est ça, à cette époque-là, on n'a jamais autant détesté un film qu'aujourd'hui. En vrai, si on y réfléchit un peu, quelque part, il y avait 2-3 raisons de se plaindre. Déjà, un comic relief un petit peu catastrophique, soyons honnêtes, même si j'ai fait un effort pour le défendre dans mon après-film, croyez-moi que c'était pas non plus une si bonne idée que ça. D'ailleurs, même George Lucas s'en rendra compte et sera obligé de le retirer dans les autres scènes des films suivants. Les acteurs ne sont pas bons, voire même pas ouf pour la plupart, surtout quant à Samuel Jackson en tête d'affiche qui sortait de Pulp Fiction. Les effets spéciaux sont au taquet mal foutus, mais bon, en même temps c'est normal, à cette époque-là, on était à la période que je vous ai cité tout à l'heure, d'une transition de l'animatronique à l'image de synthèse, du coup ce qui fait que, t'as ce genre de résultat là quoi. Mais surtout, retenez bien cette phrase là,
La phrase qui a été le plus dit à propos de Star Wars, c'est « Ils ont massacré la saga. Oh mon Dieu, ils ont détruit mon enfance. » Ils sont même allés jusqu'à dire que George Lucas était un pro-nazi et limite presque un Adolf Hitler réincarné. On en est arrivé là. Et surtout, Jack Lloyd. Tu te démerdes pour savoir c'est qui, parce que moi je veux plus jamais avoir affaire à ce qui vient de se passer. Et quand même, imaginez-vous être un enfant, vous jouez dans l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma, et là vous vous faites insulter d'absolument partout parce que votre prestation était pas ouf, alors que vous êtes un gosse de 10 ans. Voilà, comme ça moi t'as un petit aperçu de ce qui est arrivé à Jack Lloyd. Tu te démerdes pour découvrir la suite. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce film s'est tellement fait taper dessus que il s'est littéralement fait détesté au point que ça a littéralement détruit la vie de certaines personnes, dont George Lucas évidemment, et encore certaines autres personnes ont plus ou moins aussi pris cher dans l'histoire, hein. Et surtout la saga Star Wars s'en est très mal sortie dans l'affaire, mais ça on va le voir par la suite. À ce moment là on aurait pu se dire que bon ça va, c'est un truc qui est arrivé juste une fois et on peut pas se permettre que ça se reproduise. Vous croyez si je vous dis que ça s'est reproduit il y a quelques années de cela? Et ça a commencé avec le DCverse justement. Lorsque DC a ramé sa fraise pour concurrencer Marvel une bonne fois pour toutes, ces derniers, bon ok, on est d'accord pour dire qu'ils ont tous pris de mauvaises idées, sachons-le, mais soyons honnêtes, si Justice League est mauvais, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des critiques sur Batman vs Superman qui lui aussi s'est fait décrier dessus parce que certains disaient que c'était le pire film de super-héros de l'histoire du cinéma. Alors, à cette époque... Putain, grosso merdo, on a critiqué le film parce que déjà c'était pas du tout drôle parce que c'est pas comme Marvel. On a aussi critiqué le film parce que il a un score pathétique contrairement à Civil War. Ce qui fait que du coup voilà, hein, on en est là. Genre Batman vs Superman s'est fait critiquer parce qu'il n'était pas comme les films de super-héros qui sortaient à cette même période. Et il n'y a aucune autre explication à avoir à ce sujet. Les pro MCU vont sûrement m'insulter, mais sachez que Civil War est bien meilleur que Batman vs Superman. Oui, même moi ça me fait mal, t'inquiète. Et du coup, toute cette vanne de haine et d'insultes envers ce film-là, surtout envers Ben Affleck qui fait partie justement de ceux qui ont pris le plus cher dans ce film. Et du coup, devinez ce qu'ils ont fait dans Suicide Squad? Bingo, ils ont rajouté de l'humour. Mais bon ça, on en parlera dans une vidéo qui relatera absolument tout ce qui s'est passé avec l'univers DC Comics du début jusqu'à sa prochaine fin avec Aquaman 2. Hein. La conclusion qui a retiré tout ça, c'est que à cause de ça, on a tellement démystifié l'univers politique qu'il y avait avec Man of Steel et Batman vs Superman pour nous offrir un Justice League fade qui en plus de ça se termine sur un champ de fleurs parce que faut bien qu'il soit un peu plus coloré que la Marvel, hein, et surtout faut rajouter un petit peu d'humour pour compenser, t'as vu, t'as capté, et surtout on va un petit peu plus en abuser dans The Flash par exemple qui arrivera par la suite. Ouais, super, bravo. D'ailleurs, vous avez vu ma vidéo sur la chute de Jurassic Park? Sachez qu'il s'est passé exactement la même chose. J'en parle plus en détail justement dans cette vidéo, mais pour faire simple, disons que quand Fallen Kingdom a enfin pris un nouveau virage pour l'univers de Jurassic Park qui, avouons-le, commencer un petit peu à tourner en rond, quelque part on aurait pu se dire qu'enfin on va avoir droit à quelque chose d'incroyable, sauf qu'à la place, ouais non déjà on s'est tapé un autre parc supplémentaire de plus, parce que bon, voilà, hein, histoire de s'en taper un de plus, pourquoi pas. Aussi on a fait du T-Rex une grosse victime pour montrer à quel point est-ce qu'il est dépassé par un giganotosaure qui aurait pu faire plaisir à tout le monde. Aussi on a foutu des sauterelles parce que, visiblement les dinosaures ça n'intéresse plus trop personne. Hein. En sortant de la salle, je me suis senti trahi, souillé. On m'a craché au visage, peu comme ça. Les films Jurassic Park aujourd'hui c'est tellement artificiel qu'on a littéralement foutu une putain de course-poursuite gratuite, histoire de... histoire de un petit peu rentabiliser le milliard de dollars qu'il a gagné. Et tout ça c'est arrivé à cause de quoi? Tout simplement parce que des fans ont gueulé parce que ça faisait pas Jurassic Park. Oh mais non, ils auraient dû rester un peu sur l'île parce qu'il y avait des choses à faire, machin, nanana. Ah mais non, mais la fin n'aurait pas dû être comme ça. Et puis surtout, c'est quoi cette espèce de slasher movie, film d'horreur ou quoi? Comment ça se fait qu'on a eu des vélociraptors dans une cuisine? Alors par exemple dans le premier Jurassic Park, et donc du coup je serais pas content qu'il y ait un Indoraptor dans un manoir justement, ouais. Et encore, ça aurait pu s'arrêter là. Mais c'est pas fini, parce qu'encore une fois, une autre saga dans toute cette histoire a pris cher. Et vous voulez sûrement deviner exactement laquelle c'est. Oh shit, here we go again. La nouvelle génération de Star Wars a grandi avec la menace fantôme et le reste de la prélogie, qui se sont mis directement à survalider parce que visiblement c'était génial, alors que les critiques de cette époque considèrent le contraire. Du coup, pour faire plaisir à ces fans de la prélogie Star Wars, on est obligé de faire une série sur Obi-Wan Kenobi, parce que ça servait à rien de faire une série sur Obi-Wan Kenobi. Aussi, on fait une série qui s'appelle Ahsoka,
À savoir, du coup, bah, on fout une Jedi rebelle qui sort d'absolument nulle part et qui sera entraînée par Hayden Christensen qui plus tard deviendra Dark Vador. Tout ça pour du fan service. Aussi, on a foutu un Luke en image de synthèse, enfin en intelligence artificielle, excusez-moi, je me rectifie, pour du coup bah, faire plaisir à tous les fans. Mais c'est nul à chier. Franchement, ça me donne même pas envie de regarder la série, elle a l'air nulle à chier. Aussi, comme Rose, bah, c'était la personnage la plus détestée de toute l'histoire de Star Wars derrière Jar Jar Binks, et j'abuse même pas. Bah, du coup, on a décidé de la virer juste un petit peu. On lui fout 2-3 caméos en 2 speed, comme ça, moi, il sert un petit peu à rien. Et aussi, bah, du coup, on nous a promis enfin un couple gay dans Star Wars pour représenter la communauté LGBT. Ces 2 figurants OSEF parce que, ouais, non, on savait pas qui aurait pu être LGBT dans toute cette histoire. Hein. Aussi, le général Hux n'est plus une sorte de nazi général, mais du coup, c'est un espion qui se fait tuer au bout de même pas quelques minutes. Et Kylo Ren est le plus gros gâchis de toute la saga. Pourquoi? Tout simplement parce que dans Star Wars 8, on nous l'a annoncé comme le grand méchant de toute l'histoire. Tout ça pour qu'au final... Ouais non, c'est Palpatine qu'on fait revenir. Et en plus, c'est le grand-père de Rey, le personnage principal de la saga. Tout ça pour ça. On a fait de Rey une orpheline. Et on s'en sert pour ça. Quelle tragédie. Colin Trevorrow a fait bien mieux sur ce coup. Hein. Depuis le début, j'ai fait que dire que c'était que les producteurs qui étaient responsables de tout ce bordel. Mais en vrai, si on y réfléchit un peu, bah, c'est juste les producteurs qui sont endoctrinés par ces fans. Et ces fans-là, bah, ils finissent presque par gagner. C'est comme si c'était eux qui gueulaient le plus fort pour montrer qu'en fait, c'était eux qui avaient raison depuis le début. En fait... bah c'est les fans qui contrôlent le cinéma depuis le début. Et côté série, c'est exactement la même chose. Par exemple, il y a des gens qui valident la saison 2 de Jujutsu Kaisen comme quoi c'est le meilleur animé de tous les temps, tout ça, nanana. Mais en vrai, quand on y réfléchit, toutes ces séries ont déjà eu cette gloire-là, fut-il un temps. Game of Thrones peut en témoigner. À l'époque, on a tous débattu pour dire que c'était peut-être la meilleure série de tous les temps. Mais bon, la saison 8 est arrivée et on connaît tous les résultats. Hein. La Casa de Papel était un phénomène à sa sortie. Et putain... qu'est-ce que je suis dégoûté. Qu'est-ce que je suis dégoûté que cette fin était trop mauvaise pour être appréciée. Et toutes ces séries, elles plantent. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elles sont trop appréciées pour continuer dans la lignée. Et résultat de tout ça, bah, on se retrouve bah, avec des fins bancales et mauvaises pour des séries de ces envergures-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avec, bah, par exemple, le Promised Neverland, Tokyo Ghoul forcément, et je ne sais combien d'autres animés qui risquent de subir exactement le même sort. Tout ça parce que les fans foutent tellement de pression à ces artistes-là qu'à un moment donné, ils veulent à tout prix clamer que ces séries sont incroyables, tout ça. Mais sauf qu'à force de donner autant d'engouement envers bah, ces animés et séries-là, bah au final, ils finissent littéralement par détruire toute la hype qu'ils ont. Le seul qui pour l'instant s'échappe, c'est Stranger Things, ok. Mais bon, déjà, c'est une série qui s'est écrite en pleine période de grève des scénaristes, à une époque donc où les scénaristes étaient donc absents. Et aussi, Noah Schnapp qui bah, joue un personnage hyper important dans la série, bah, il a littéralement soutenu Israël. Du coup, bah, risque d'avoir une vague de haine envers le personnage de ce dernier, ce qui fait que du coup, bah, ça risque de compromettre la série à un point ultra décisif. Et j'aimerais surtout pas que ça arrive parce que... Comme on sait ce que Israël fait subir à des enfants de Gaza, je vous rappelle, et que tout ce genre de choses se sait au travers du monde, bah, vous imaginez la haine que va se prendre Noah Schnapp dans les jours et les mois, peut-être même les années qui viennent à la suite. Ouais, ça va être terrible, ça va être terrible pour lui. Et comme les producteurs vont voir que Noah Schnapp, en fait, c'est un gars super détesté, bah, ils vont forcément le retirer de la production. Du coup, bah, exit Noah Schnapp qui veut jouer, d'ailleurs très bien, ce qui me fait regretter un petit peu ce dernier. Et du coup, bah, forcément, à cause de ça, bah... Après, j'avoue, c'est un petit peu de la faute de Noah Schnapp, hein, faut arrêter la mot. C'est pour ça que faire une fin de série, c'est très difficile et surtout, c'est très périlleux. Parce que déjà, faut non seulement faire plaisir aux fans et surtout leur donner la fin qu'ils méritent. Mais bon, si dans les deux cas, ils sont pas contents... Hein. Et si Ben Affleck fait partie de ceux qui n'ont pas pu réaliser bah, son film solo Batman qui était prévu, bah, c'est tout simplement parce que tout le monde l'a défoncé. Mais alors, défoncé juste parce qu'il jouait le rôle de Batman. C'est tout. Alors que putain... Frère, Ben Affleck, il est excellent dans ce rôle, au point qu'il y a un débat pour dire si Ben Affleck ne serait pas le meilleur Batman de sa génération. Alors que franchement, si tu regardes ce qui lui arrive dans The Flash, tu sens un peu qu'il est pas à son aise dans son rôle. Tu sens qu'il a vite envie d'en finir avec son rôle, qu'il en pouvait plus. Mais frère, si tu voulais défendre son rôle, bah fallait le faire dès le début, dès qu'il se faisait insulter. Fallait dire dès le départ que le gars il était excellent dans son rôle. Qu'est-ce que tu foutais en 2016 ?
Et en 2017 aussi, tant qu'on y est. Tout simplement parce que les fans l'ont tabassé, bah du coup on a remplacé l'acteur par Robert Pattinson et on l'a remplacé à la réalisation par Matt Reeves, ce qui du coup, certes, nous a donné un excellent film Batman, soyons honnêtes, mais à quel prix? C'est ça le truc. Ce sera à quel prix finalement? Là où vraiment ça devient plus grave, c'est que regardez tous les films qui sont sortis ces dernières années. Bah on a presque affaire à des films soit issus de licence, soit issus de livres, soit... ouais, qui sont pas très originales finalement. Du coup, ce qui fait que... bah t'as affaire à des films qui... bah... donnent non seulement pas envie d'être vus, mais qu'est-ce qu'on fait des autres films? Genre des films d'auteur par exemple, ou des films qui sont faits un peu plus par passion, ou des films qui sont pas issus de licence par exemple. On en fait quoi ces films-là? On est tellement concentré à tel film qui est la suite de tel autre film qui datait d'à l'époque, on est tellement habitué à tel film qui, bah en fait, est issu d'un autre film, machin bidule, tout ça, nanana. Mais du coup, on en oublie presque de voir de vrais bons films. Par exemple, bah Élémentaire, c'est bien d'aller le voir, ok, mais vous avez oublié qu'il y a un film de DreamWorks qui est arrivé aussi à un moment donné. Et ce film-là, bah malheureusement, personne ne l'a calculé. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, ce sont ces fans qui devraient aller voir ces films. Mais bon, non, ils sont trop fermés d'esprit pour se dire que ce film mérite d'être vu ou tel autre film mérite d'être vu et ainsi de suite. En d'autres termes, vous êtes trop fermés d'esprit pour aller voir autre chose que du Marvel, que du Star Wars, que des films de super-héros ou que des films adaptés de tel truc ou je ne sais quoi. Voilà, vous arrivez pas à sortir votre esprit. Et le pire, ça reste quand même les fans de Star Wars où là c'est un cas absolument catastrophique. Et à ces fans-là, justement, j'aimerais leur dire un truc. Arrêtez, mais juste arrêtez de nous survendre la prélogie comme un chef-d'œuvre ou un truc incroyable qu'ils ont fait qu'une fois par siècle ou je ne sais quelle connerie. Ils parlent de classiques, de masterclass, de meilleures scènes de l'histoire, de poulet ou je ne sais quoi. qu'à un moment donné, vous nous survendez tellement la chose qu'il faut pas s'étonner après qu'on trouve ça pas tchac. Parce qu'au final, bah, le film n'est pas aussi ouf que vous le dites. Hein. Certes, il a de belles musiques, soyons honnêtes. Hein. C'est l'une des meilleures bandes son de la saga. Mais soyons honnêtes, les batailles au sabre laser, ce sont des capoeiras qui sont injustifiées. Alors que dans Star Wars, bah, c'était mystique de voir des combats laser à l'époque. Et même si je dois admettre que Hayden Christensen joue plutôt bien le rôle d'Anakin Skywalker, bah franchement, soyons honnêtes que le gars, ouais non, il est pas aussi ouf que vous tous vous le dites. En fait, vous nous survendez tellement la chose et vous voulez tellement survendre Star Wars comme le gros chef-d'œuvre de l'histoire qu'à un moment donné, soyez pas étonnés qu'on vomit juste après, parce qu'au final, c'est pas aussi ouf que vous le dites, parce que vous voulez tellement nous enfoncer ce truc-là au fin fond de la gorge que vous étonnez pas qu'on vous vomisse dessus. On a acclamé Ahsoka juste parce qu'on avait un Luke Skywalker en moche. On l'a acclamé parce que Hayden Christensen venait alors que le gars s'est fait tabasser parce qu'il a joué le rôle d'Anakin Skywalker dans la prélogie. Et malgré tout ça, bah, les gens sont contents. Ils sont heureux. Ils retournent leur veste tranquillement. Bon après, je sais que c'est pas les mêmes fans. Mais malgré tout ça les gars, c'est si on les a détestés fut-il un temps, c'est qu'il doit forcément y avoir une raison les mecs. Faut pas chercher plus loin. Et ces gens-là parlent tellement de Star Wars de partout qu'à un moment donné on veut même plus aimer Star Wars. Et on nous dégoûte même de Star Wars. Je dirais même pire. Vous nous dégoûtez. C'est pour ça que sur X, j'ai dit que la saga Star Wars était morte. Parce que c'est réel. Maintenant, on n'aime plus Star Wars parce que bah c'était un univers qui nous fascinait, ou parce que bah on adorait voir telle chose ou tel truc, ou alors parce que bah le combat dans l'Empire contre-attaque entre Luke et Vador était légendaire. Non non, on kiffe juste parce qu'il y a des sabres laser, des X-wing, des étoiles de la mort, ou parce que bah on fait plaisir à des fans à propos d'un Easter egg qui a eu lieu dans Rogue One. Voilà, on les fait plaisir et ils sont contents. Mais malgré tout ça, retenez ceci. C'est pas parce que vous serez satisfait d'avoir vu un film que ça veut dire qu'il sera bon. Parce que plus vous leur ferez plaisir, plus ils en demanderont encore. En fait, bah c'est comme, c'est exactement comme du McDo. En gros, on adore le McDo. Vous savez très bien que c'est pas bon, mais vous pouvez pas vous empêcher de le manger, de le survendre en mode c'est le meilleur restaurant du monde. Mettez un 42 étoiles ou je sais pas combien. Alors que franchement les gars, vous étonnez pas après que vous aurez le diabète juste après. Vous êtes des véritables grossistes. Arrêtez. Vous avez envie d'être fermé d'esprit? Bah, très bien, restez fermé d'esprit, mais venez pas nous faire chier en nous vendant des choses comme quoi c'est incroyable ou machin bidule. Non les gars, arrêtez de rêver, vous avez des goûts de merde à un moment donné, faut se réveiller un petit peu. Grosso merdo, Star Wars, c'est ça. À l'époque, on adorait Star Wars parce que c'était quelque chose que l'on connaissait pas.
à l'époque, on détestait Star Wars tout simplement parce que c'est quelque chose que l'on connaissait avant, qui a fini par devenir détestable. Et aujourd'hui, on hait Star Wars tout simplement parce que tout le monde nous le survend comme un chef-d'œuvre et veut nous intoxiquer avec ce qu'il croit être bon alors qu'en fait c'est mauvais. Et ne vous étonnez pas juste après que les trucs les plus nuls à chier soient aussi validés que ça. L'univers d'ici a subi exactement la même chose, surtout lorsqu'on en a sorti la Snyder Cut de Justice League, à savoir la version de Snyder Cut qui dure 4 heures, je vous invite à aller la voir. Je dois admettre que même si objectivement cette version-là est meilleure que le Justice League que l'on a eu, malgré tout ça, ça rend pas le film aussi meilleur que l'on croit. Moi aussi, je voudrais dire qu'il est excellent, mais malgré tout ça, il y a trop d'easter eggs pour faire plaisir aux fans, et que même moi, de mon côté, je comprends pas, alors que je suis fan de DC Comics. Juste, je lis pas les comics. C'est bateau. Et vous adorez le Superman de Christopher Reeves? Et ben voilà, on vous le resserre en moche, avec une IA ultra développée, pour le rendre encore plus moche. Voilà, juste histoire de vous faire plaisir, parce que vous l'adorez, c'est le meilleur Superman de tout le monde. Et aussi, vous adorez Nicolas Cage, et vous auriez aimé le voir en tant que Superman dans le film de Tim Burton. Bon, on le met dans le film d'Andy Muschietti, hein, juste histoire de vous faire plaisir, mais bon voilà, c'est la rêve qui fait plaisir à tout le monde. Merci. Vous avez toujours aimé de voir 3 Spider-Man réunis, et très bien, on réunit Tobey Maguire et Andrew Garfield, et on vous l'annonce même dans la bande-annonce sans vraiment le vouloir, comme ça moi, vous êtes tous contents et ça vous fait plaisir. Vous avez adoré Avengers Endgame, et on annonce 2 suites à Avengers qui arriveront par la suite, et vous allez voir qu'il va être incroyable parce que Tobey Maguire et Robert Downey Jr. ainsi que Hugh Jackman, vos acteurs préférés qui ont joué vos super-héros préférés, reviennent tous les 3 dans ce même film potentiellement. Restez connectés les gars. Et c'est la principale raison pour laquelle le cinéma se meurt. Parce qu'on fait plaisir à des gens qui adorent manger de la merde et du coup nous offrent cette même merde malgré le fait qu'ils nous aient pas prévenu qu'en fait c'était de la merde, et en plus on se fout littéralement de notre gueule en nous chiant exactement la même merde alors qu'ils ont même pas cherché à cacher que c'était de la merde. Vous voulez savoir c'est laquelle la prochaine licence qui va prendre cher? J'ai pas envie de balancer mes pires peurs possibles, mais Transformers c'est le prochain sur la liste. Et ça fait peur. Ça fait peur déjà parce que Transformers c'est une saga de mon enfance, c'est une saga avec laquelle j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Mais me dire que il va subir exactement la même chose que la prélogie Star Wars, que Marvel ou que DC et Jurassic Park justement, moi franchement ça fait exactement peur parce qu'il subit exactement le même schéma qu'ont subi toutes ces licences là. Au début c'était incroyable, tout le monde kiffait. Ensuite ma génération est arrivée pour voir ce que Transformers est devenu avec le live action de Michael Bay. Ils ont validé de leur côté alors que les films se sont tous fait encenser par la critique et ont été littéralement détestés, surtout pour le 4e et le 5e. Et quand Transformers Rise of the Beast est arrivé, il y a une minorité de fans qui certes sont très discrets parce que le film a été positivement accueilli, malgré ce qu'on peut en croire, mais le film malgré tout ça se fait défoncer par une partie de la critique très discrète mais qui se fait bruyamment entendre, croyez-moi, où vraiment il balance absolument tous les pires trucs que peut subir un film comme Transformers justement. Ils sont pas contents, ils ont envie de gueuler tout simplement parce que ces films ils sont pas faits du tout comme ceux de Michael Bay. Et du coup croyez-moi les gars, croyez-moi qu'à un moment donné les producteurs ils vont pas être sourds et aveugles à tout ça. À un moment donné ils vont finir par réagir à tout ça. Et à un moment donné, lorsqu'ils vont tomber dessus, ils vont forcément forcer toutes les prochaines équipes qui vont travailler sur la suite de Rise of the Beast à faire pareil que les films de Michael Bay. Et là, vous allez voir que, à force, on va nous servir exactement la même merde. Mais bon, pour Transformers 1 qui arrive prochainement, j'espère que ça n'arrivera pas. Et en vue des projections de tests qui sont montrées, ça a l'air d'être un peu positif, mais à quel prix est-ce que ça le sera par la suite? Je dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer ce que vous voulez. De toute façon, vos goûts, vous en faites ce que vous voulez, les gars. C'est pas mon droit de vous dire ce que vous aimez ou pas. Mais je dis juste que, à force d'imposer vos goûts de merde à tout le monde, vous avez le super pouvoir, involontairement, de tout changer. Ce qui fait que du coup, avoir un seul avis distinct sur un seul truc, dis-toi que ça peut absolument tout changer. Tu peux avoir un avis négatif sur un truc, ça changera aussi. Crois-moi, en fait, avoir un avis sur un seul film, ça peut avoir un effet néfaste sur la suite. Donc du coup, si Transformers commence à devenir nul à chier, ce sera sûrement à cause de vous qui ont été derrière un écran et qui se sont contentés de tweeter comme des gros cons, tout ça pour imposer leur goût de merde. En gros, achetez-vous une vie et laissez les artistes faire ce qu'ils ont envie de faire. Et si vous avez envie de tacler des grosses merdes, libre à vous les gars. Mais quand même, je me dis que il y a un miracle qui s'est produit cette année-là. Et vous voulez que je vous explique c'est quoi ce miracle? Oppenheimer. Certes, ce film est non seulement adapté d'un livre, mais aussi d'une histoire vraie. Mais le truc qui avait de génial avec Oppenheimer, c'est que
Au moins, c'est pas un film qui est issu soit d'une licence de jouets ou de jeux vidéo. C'est pas un film qui est issu d'une saga méconnue ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que c'est pas un remake ou pas un préquel de tel film ou quoi. C'est un film unique en son genre. C'est un film qui se veut unique et dissocié de toute saga ou je ne sais quoi. Et ça a marché. C'est ça le pire. Christopher Nolan a fait l'un des meilleurs films de cette année et potentiellement le meilleur film de cette année, juste en nous pendant un film d'excellente qualité et qui en plus est rentable. Et si ça c'est pas être content, c'est juste être satisfait les gars. J'en ai déjà parlé dans mon appréciation qui en parle, mais sachez que je considère encore que Oppenheimer est un chef-d'œuvre. Et ça fait surtout aussi plaisir de voir que je suis pas le seul à dire ça. Il y a plein d'avis positifs autour de ce film, sauf ceux qui disent que c'est trop long, mais vas-y, c'est encore goût mauvais des fans qui aiment pas que les films sont trop longs, alors que... Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais si ce film a été acclamé, c'est déjà parce que c'est un excellent film, soyons honnêtes, mais surtout aussi parce que il a su aller au-delà des tendances. Quand je vous dis que Oppenheimer est une bombe dans le sens littéraire de la chose, c'est que c'est pas pour rien. Clairement, Oppenheimer, c'est le film qui a su se détacher de toutes les tendances pour être un film unique en son genre. Je dis même, on devrait en avoir plein des films comme ça. Bon, je dis pas de faire un Oppenheimer 2, 3, ou de faire un préquel, un remake, et surtout pas de Barbenheimer, parce que... ouais, ils ont prévu de faire du phénomène de Barbenheimer un film. Et franchement, moi, quand je vois ça, je me dis que c'est un miracle. Un miracle de me dire qu'il y a un film comme ça qui pèse dans le milieu et qui arrive non seulement à satisfaire moi, mais aussi à satisfaire une grande partie des fans. Et ça, ça fait plaisir à entendre. C'est même comme ça que devrait être le cinéma. C'est pas quelqu'un qui est censé être là à poser ses goûts de merde ou je ne sais quoi. Mais c'est juste quelqu'un qui fait son art correctement, sans avoir des producteurs sans scrupules derrière pour leur dire quoi faire, et surtout sans avoir des fans pour l'insulter, peu importe ce qu'il fait, et ça, ça fait plaisir. Je crois même qu'à l'avenir, Christopher Nolan pourra sûrement s'imposer comme l'un des plus grands réalisateurs de son époque, et surtout pour sa génération, vraiment, ça fait plaisir à voir. Après, je dis pas, bien sûr qu'il y a d'autres artistes qui, eux, font de bien meilleurs films que ce que l'on a aujourd'hui. Spielberg avec The Fabelmans qui est excellent, qui est parti lui aussi pour faire partie des meilleurs films de l'année. Ou encore, je pense aussi à Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, qui lui aussi est bien parti pour être le meilleur film de cette année. Mais bon, malheureusement, le point commun de tous ces films-là, c'est que ce sont des flops commerciaux. Et ça casse tout. Parce qu'on est trop arrivé à une époque où faut faire le film le plus rentable possible. Parce que sinon, on prendra plus de risques avec toi. De toute façon, on est arrivé à une époque où les producteurs, ils ont plus du tout envie de prendre des risques. Et ça, c'est aussi un petit peu à cause des fans. Parce que les fans, eux, veulent juste se conformer à ce qu'on leur sert depuis des années. Et du coup, ils ont plus envie de voir d'autres nouveaux films. Ils ont plus envie de sortir de leur caverne. Alors que, il y a plein d'autres films à voir dans leur vie. Mais non, ils sont obligés de se conformer à ce qu'on leur sert depuis beaucoup trop longtemps. Et du coup, ce qui fait que, ils ont plus envie de sortir. Ils veulent rester bloqués dans le passé. Osef de savoir si Babylone, ça a été un bon film ou pas. Et Osef de savoir pourquoi est-ce que Spielberg fait un film sur Fabelman. Et Osef de savoir ce que donne Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Non, ce que eux les intéresse, c'est juste regarder ce qui est populaire, ce qui marche et ce qui les intéresse selon leur goût. Ils ont pas envie d'aller plus loin que leur propre goût. Et rien qu'à voir un Oppenheimer qui non seulement est apprécié par la critique, mais qui en plus se fait voir par tout le monde et qui est rentable au point d'être le biopic historique le plus rentable de tous les temps, c'est un miracle. Je prie pour qu'un jour ça puisse arriver ce genre de choses, qu'on puisse avoir d'autres films comme cela. Mais malheureusement, peut-être que je me fais trop d'idées, peut-être que le cinéma devient de plus en plus has-been au fil du temps, et du coup, résultat... on finit par flancher au fil du temps. Et résultat de tout ça, peut-être que oui, peut-être que le cinéma ce sera mieux avant, et peut-être que on finira par creuser au fil du temps. Mais bon, je pense peut-être que la grève qu'ils ont eue cette année-là va au moins peut-être remettre les idées en place et se rendre compte qu'en fait, ce qu'on a fait depuis des années, c'est de la merde. Et au final, enfin on s'en sera rendu compte et on agira, peut-être. Mais bon, est-ce que je me fais des illusions ou pas ? À vous de me le dire. En tout cas, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, que ce soit en like, en commentaire, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Moi avec tout ça, je commence un petit peu à être fatigué. Je crois que j'ai même besoin d'une douche. Allez là, Thérèse Satire. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million